Le 30 juillet 1940, au 780 Gower Street, commence le tournage d'un film dont vous avez probablement déjà entendu parler. Ça se passe au studio RKO, aujourd'hui Paramount. Le réalisateur a 25 ans et personne ne le sait vraiment, mais il est sur le point de réaliser l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Bon, vous le savez, vous me voyez venir, mais je vais quand même le dire pour ménager un peu mon annonce. Le réalisateur, c'est Orson Welles, et le film, c'est... Alors, pourquoi je vous parle de Citizen Kane aujourd'hui comme le plus lambda des lycéens option cinéma? Pourquoi parler d'un film dont on a déjà tout dit, tout écrit et que tout bon cinéphile se doit d'avoir vu? Simplement parce que je pense qu'on a encore du mal à expliquer pourquoi ce film est considéré par beaucoup comme le plus grand film de tous les temps. On parle beaucoup de sa technique, de la très grande profondeur de champ de certains de ses plans, de l'utilisation particulièrement maligne de ses contre-plongées. On évoque son scénario, la structure unique de son récit, le très joli twist final. Ok, et oui, tout ça c'est très bien et c'est très vrai. Mais c'est aussi passé à côté. De quoi? Je sais pas trop, mais je sais qu'on passe à côté. Et c'est idiot à dire, mais de la même manière qu'on aura beau disséquer note par note la 9e symphonie de Beethoven, s'arracher les yeux sur la partition pour mesurer chaque partie, sous-peser la justesse des nuances, étudier le placement des soupirs, détailler chaque indication du compositeur, ça n'expliquera pas vraiment pourquoi elle est considérée comme un des chefs-d'œuvre de la musique classique. Ça n'expliquera pas ce que tout un chacun doté de deux oreilles peut ressentir en l'écoutant. Bon, et je prétends pas résoudre le mystère qui fait d'une œuvre un chef-d'œuvre dans ma petite vidéo YouTube, non. Mais on va quand même parler du début de Citizen Kane. Plus simple même, on va parler de la première partie de son prologue, ça suffira. Et vous allez voir que pendant cette première minute 30, Orson Welles déploie déjà un génie hors norme. 11 petits plans qui le placent au sommet du monde en le distinguant de la production cinématographique des 100 dernières années. Quel secret se cache dans l'incipit de Citizen Kane? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça commence par une pancarte « No trespassing », interdiction d'entrée. La caméra monte et stop! Voilà. Le film a commencé depuis moins de 10 secondes et on a déjà la preuve que Welles c'est pas n'importe qui. Vous êtes jamais demandé pourquoi la caméra monte? Pourquoi on passe pas simplement au travers de la grille? Justement, simplement pour nous montrer qu'on franchit clandestinement cette grille, qu'on grimpe, qu'on passe physiquement par-dessus. On est en train de pénétrer dans un lieu qui nous est interdit. C'est écrit sur la pancarte et figuré par le mouvement de la caméra. Vous avez vu? Un plan simple, une idée brillante. Welles veut nous faire ressentir que le lieu dans lequel on entre est gardé clos, que les gens qui vivent à l'intérieur ne veulent pas être dérangés. Et comment il fait ça? C'est simple, hein. Il fait durer ses plans, il ajoute un grillage de plus, et comme c'est pas encore assez, il en ajoute un dernier en pierre taillée. Et plus c'est long, plus la clôture est haute et plus son idée est claire, avant de nous laisser enfin pénétrer dans la propriété, plan 4. On a franchi la grille et on aperçoit au loin un sombre et grand château. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce plan, mais avant de le faire, il n'y a rien qui vous choque? Vous êtes jamais demandé pourquoi on voyait rien derrière les grillages? Pourquoi c'était flou et pourquoi maintenant c'est plus flou? Parce que Welles part du principe qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière les grilles avant d'entrer. Il veut faire ressentir la différence entre l'avant et l'après-franchissement. Et donc, simplement, il réduit la profondeur de champ dans les premiers plans avant de l'augmenter considérablement à l'arrivée du plan 4 et qu'on voit ce qu'il y a derrière la grille. La technique est ici au service de la narration et c'est merveilleux. Le plan 4 est intéressant parce qu'on voit bien que Welles suggère plus qu'il ne dicte. Par exemple, comment dans cette image, Welles nous fait comprendre que ce château est celui de Kane? D'une part parce qu'il sait que vous connaissez le titre du film quand vous allez au cinéma et que si vous avez deux neurones qui se touchent, vous vous doutez bien que ce grand K, ça veut dire Kane. Ensuite parce que le plan nous raconte visuellement que le château est celui de Kane. Le K est aussi grand que le château, il est juste à côté, il en garde l'entrée. Et ça nous raconte déjà tellement de choses sur le personnage de Kane, sur sa mégalomanie, sur son ego. Ses initiales sont aussi grandes qu'un immense château. Comment mieux représenter cette idée à l'image? Les 5 prochains plans participent d'un même mouvement. Celui de s'approcher de la fenêtre illuminée et d'une même idée, dénoncer le grandiose et l'abandon de ce lieu, la solitude de cet homme. 2 petits singes esselés derrière les grilles d'un enclos. Une sombre où flottent des gondoles immobiles. Un pont-levis. C'est un détail, mais quelle sorte de personne a un pont-levis dans son jardin à part un seigneur médiéval? Et 2, le pont-levis est relevé. Comment mieux illustrer l'envie de s'isoler, de se couper du monde? Un parcours de golf délabré, ça fait longtemps que plus personne ne joue ici. Des ruines exotiques qu'on imagine ramener d'un lointain voyage.
Un château immense et sombre. Une fenêtre en pierre taillée qui s'éteint. Et partout, tout le temps, dans chaque plan, une évidence triste, il n'y a plus personne. Wells fait des choix simples, mais fait les bons à tous les coups. Par exemple, il souhaitait qu'on ait l'impression de marcher lentement sur ce chemin brumeux en direction de la chambre de Kane. C'est la chambre de Kane qui est éclairée. Qu'on découvre la grande propriété petit à petit comme si on se baladait à l'intérieur. Donc il raconte simplement cette suite de plans fixes par de longs fondus enchaînés ininterrompus. Il n'y a pas un mot qui est prononcé dans cet incipit et pourtant on a déjà compris tellement de choses avant même que l'histoire ne commence véritablement. C'est un vrai tour de force de parvenir à glisser autant de sens, de poser autant de fondations à l'histoire, dans si peu de plans, si peu de temps et sans dialogue. Parce que si on fait un peu les comptes sur ce qu'on sait déjà avec ces quelques plans, on sait que Kane est riche, qu'il est vieux, qu'il est triste et mégalo, qu'il est seul et isolé par la monumentalité de ses possessions, et que nous sommes des intrus dans ce lieu, dans l'intimité d'un homme qui nous refuse. Et c'est là qu'on voit que Wells est un storyteller de génie. Parce que c'est le propos du film. L'idée de ce film de 119 minutes est contenue, compressée, injectée à l'intérieur de ces 11 premiers plans, de ces 97 premières secondes, de ces 2300 premiers photogrammes. Et ça, c'est la marque des grands. Et si ce petit laïus ne vous a pas encore convaincu sur le génie de Wells et sur la grandeur de ce film, je vais pouvoir vous parler de l'idée qui les dépasse toutes, le secret qui vous crève les yeux, mais que vous n'avez pas vu tellement il est génial. C'est assez rageant de voir qu'un jeune mec de 25 ans puisse avoir ce genre d'idée visuelle. Le genre d'idée qui est si bonne, si unique, et pourtant si simple qu'elle traverse le temps. Le genre d'idée qui fait d'un film un chef-d'œuvre.